plus l'habitude de filmer. C'est c'est creepy. Le Trusty Tea. Voilà, on a mis du rouge à lèvres pour avoir l'air un peu plus vivante. Même si du coup on a l'impression d'être blanche fantomatique. Mais franchement, on s'en fout. Et c'est parti, on y va. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve fin août, comme ça, de manière spontanée et avec beaucoup d'envie. On ne s'est pas vu par ici depuis début décembre. J'ai été comme ça, vous voyez, happée. Voilà, c'est comme si il y a eu une vague comme ça, une énorme vague de la vie qui m'est passée en dessous comme ça, qui m'a cueillie et emportée d'un point de vue santé. Donc bah, nous revoilà fin août avec beaucoup de plaisir. Je vous ai demandé sur Insta, enfin j'ai demandé aux personnes qui me suivent sur Insta si elles voulaient, parce que j'ai gardé tous les plans que j'ai pu quand même filmer à Noël, parce que j'avais envie de faire des vlogmas. Et j'ai demandé si ça vous intéressait que je les monte, sachant que je les garde depuis genre 8 mois, que ça me prend une place folle sur mon téléphone. Vous m'avez dit que oui, donc il va falloir que je m'y attelle. En attendant, on se retrouve pour le bilan lecture de mi-année. Tout simplement parce que, certes on est fin août, mais on est encore dans l'été. J'ai posé mon bilan lecture mi-année fin juin, enfin début juillet, donc ça tenait compte de toutes mes lectures de janvier à juin, celles dont je me souvenais tout du moins. Et je me suis posé la question d'inclure celles faites jusqu'à maintenant ou au moins en juillet, puis je me suis dit non, autant rester vraiment, autant rester comme ça sur les 6 premiers mois. Et ce sera l'occasion de faire la prochaine en fin d'année avec les lectures de cet été aussi, sachant que j'ai vu 2 gros coups de cœur, 3 gros coups de cœur déjà cet été, ce qui est pas mal, dont un qui m'a mind blown complètement. Donc on va y aller. On est fin août, donc je pense que le Mid-Year Freak Out Book Tag, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu passer chez tout le monde. J'ai adoré regarder ces vidéos, il y en a encore quelques-unes qui pop de temps en temps et qui me font découvrir des chaînes et j'adore ça. Et voilà, et je vais pas vous lister les questions en amont, je vais les faire petit à petit. Je m'en excuse par avance, mais il y a deux livres qui vont revenir très souvent, mais parce que ça a été notamment pour pour une saga plus qu'un coup de cœur, et que du coup ça rentre dans toutes les catégories. Alors la première question de ce tag, c'est combien de livres est-ce que j'ai lu? Et au risque de vous décevoir, je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Je fais partie de ces personnes qui ne comptent pas leur lecture, tout simplement. Je suis pas fan de... Pour moi, 100 ans, je suis pas fan de statistiques, de compter, et je critique pas du tout les personnes qui le font et pour qui c'est satisfaisant et important. Mais je m'en fous en fait, et je suis un peu aussi de ce type de personnes chez qui ça a tendance plus à mettre un petit peu une pression là où pour moi il ne doit pas y en avoir. Donc je ne compte pas mes lectures et c'est ok comme ça. Donc je sais pas, et donc j'ai pas non plus d'objectif que ce soit lecture ou puzzle sur l'année ou même autre chose. Pour moi ça reste voilà, des choses qui viennent me nourrir et c'est ok pour moi de ne pas les compter, et c'est aussi ok pour moi de regarder des vidéos de personnes qui les comptent, et je trouve ça hyper cool aussi. Je suis souvent admirative, que ce soit sur des grands chiffres ou pas. Je suis souvent admirative juste du fait que les personnes lisent et tiennent comme ça leurs statistiques de leur lecture. Je trouve ça assez cool, mais alors moi pas du tout. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous faites partie de la team stat ou de la team vraiment ça me passe au dessus et c'est ok comme ça. La deuxième question, c'est quelle a été ta meilleure lecture de ces 6 premiers mois? C'est là où ça devient compliqué parce qu'il faut en choisir une. Et alors
Aujourd'hui, en août, avec le recul, si je peux en garder une sur les 4. J'en ai mis 4, je vais vous les lister. J'ai mis Les voleurs d'innocence de Sarah E. Walker, publié chez Gail Meister. J'ai mis Méduse de Martine Desjardins, publié chez La Talente. Palace de Marine Carteron, chez, je crois que c'est le Rouergue. Et Pierre d'Angle, la saga complète de Pascal Quillivier, publié aussi chez le Rouergue. Et là, avec encore du recul, si je devais en garder qu'une, ça serait Pierre d'Angle, pour 1001 raisons. Mais c'est difficile. J'ai adoré Palace parce que c'est une réécriture. Alors, déjà parce que j'ai adoré la plume de Marine Carteron, que je ne connaissais pas encore. Je l'ai partagée avec Aurélie, une copine Insta, qui est aussi la meilleure amie d'une de mes amies d'amour. Et j'adore Aurélie et ça a été un super moment. J'ai adoré cette réécriture plus ou moins féministe du mythe de Pallas Athéna. C'est pas vraiment une réécriture du mythe en fait, on suit plutôt un personnage féminin qui est là. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça fait trop longtemps que j'ai lu pour ne pas vous en dire trop, risquer de vous en dire trop, et puis surtout je vais éviter de faire une vidéo qui dure 45 minutes pour le montage. Mais j'ai adoré Palace de Marine Carteron, et si vous voulez en entendre parler et mieux en entendre parler, je vous invite à filer sur la chaîne de Pénélope, Plop in a Bubble, ou Plop in a Bottle, je sais plus, et Lucie de Lucie Alu, oui, parce qu'elles en parlent trop bien et parce que j'ai lu et découvert Palace grâce à elles deux. J'ai adoré Méduse de Martine Desjardins parce que ce bouquin, cette novella incroyable, cette réécriture, cette réappropriation du mythe de Méduse de cette façon-là, très atypique, très... le champ lexical est fou, le style et j'ai adoré, c'est percutant, c'est très sombre, c'est très très sombre. Il y a de gros traits, donc vraiment... Prenez soin de vous si vous avez des sujets difficiles. Je vous les mettrai en barre d'infos, ou n'hésitez pas à venir à chercher ou à venir me les demander parce que le mythe de Méduse, on le sait, et si vous ne le savez pas, je vais quand même vous le dire, Méduse a été abusée par Poséidon. Le mythe de Méduse part de là en fait, et abusée de la manière dont vous imaginez bien. Et là, c'est vraiment Martine Desjardins, je trouve que c'est un chef-d'œuvre ce qu'elle en a fait. Elle a pris complètement, j'allais dire le contre-pied, mais pas du tout. Elle a pris un autre chemin pour parler de ça. On est dans un univers qui nous ressemble, entre guillemets, c'est-à-dire que ça pourrait être notre société, notre monde. Méduse a qu'elle appelle, et ce que sa famille appelle des abominations, donc elle n'a pas des serpents à la place des cheveux, mais ses yeux sont décrits par toutes les personnes autour d'elle, et en premier sa famille qui la maltraite de manière psychologique et physique, décrivent ses yeux comme des abominations. On a tout un champ lexical comme ça de la laideur, de la monstruosité. À chaque fois que ses yeux sont cités, les adjectifs sont avec des majuscules. Ils sont presque quasiment pas répétés dans tout le récit. Attendez, je vais ouvrir à l'IVA. Bon, voilà, je suis épuisée. Non mon cœur, je t'ai donné les biscuits, tu veux pas les manger. Maman, elle en a pas d'autres. Oui, tu me fais le caprice. Oui. Donc je disais, il y a un champ, donc le champ lexical comme ça, de cette monstruosité est hyper prégnant. Elle fait le tour de force quasiment dans tout le récit de ne pas utiliser deux fois ou quasiment pas deux fois le même adjectif. J'ai adoré avoir cette hypothèse qui s'est avérée de à quoi ressemblaient ses yeux, enfin bon bref. Et Méduse, donc, elle est vendue, donnée, laissée dans un institut où il y a des bienfaiteurs, qui sont donc des hommes âgés,
qui finance cet institut de jeunes filles qui sont différentes, qui ont des handicaps, voilà. Et institut tenu par une femme très particulière aussi, et une fois par mois, à la nouvelle lune de mémoire, ces hommes viennent et chacun d'eux choisit une jeune fille pour leur grande fête. Voilà, bref, c'est assez malaisant, c'est très malaisant, mais en même temps c'est... comment on pourrait définir ça? C'est délectable et satisfaisant une fois le roman fini. C'est malaisant, malsain, c'est poisseux, ça colle, ça a quand même du sens, ça dénonce, c'est pas tendre, et c'est magnifiquement, c'est pas joli comme mot, mais magnifiquement mené, je trouve. Et cette réinterprétation du mythe de Méduse, incroyable, incroyable. Et je vous disais quoi dans ces meilleures lectures? Les voleurs d'innocence de Sarah E. Walker, je voulais tellement le lire, j'attendais sa sortie en poche chez Gallmeister parce que je préférais la version poche à la version brochée. Et ça a été un coup de cœur, ça a été un coup de cœur. C'est pas un récit tendre non plus, on entend Liv à manger. C'est pas un récit tendre non plus, mais c'est un récit et sororal, mais d'une certaine manière, et lumineux et sombre aussi. C'est un récit qui dénonce la condition de la femme dans les années 50 jusqu'à maintenant, même avant les années 50, qui dénonce cette condition de ne pas s'appartenir et de devoir, en fait, pouvoir avoir une vie, de devoir se marier, de ne pas pouvoir être qui on est. Cette métaphore de si tu te maries ma fille tu meurs. Enfin voilà, bref, c'est le personnage de la mère est tellement tragique et touchant, et ce qu'elle vit, ce qui lui arrive, ça dévaste, en même temps on lui en veut, et en même temps waouh. Et le personnage principal qu'on suit, et ses sœurs, et bref, c'est un roman queer aussi, mais dans le sens où on n'y parle pas que de relations hétéronormées, et ça fait du bien. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on montre, je parle, je m'excite, mais corporellement je me fais mal. On montre et on dénonce aussi ce qu'on sait, mais voilà, ça met aussi en lumière la difficulté dans les années 50-70 de ne pas être hétérosexuel, d'aimer une personne du même sexe et de ne pouvoir vivre ça de manière libre et heureuse, sans faire le mot que je cherche, c'est quoi? Sans faire pas des concessions, mais des sacrifices énormes. Bref, vraiment, ça parle aussi de folie, mais pour moi, ça parle de folie qui est induite par la manière dont les femmes sont traitées par la société. Voilà, c'est magnifique, un livre magnifique. J'ai adoré. Et donc, enfin, Pierre d'Angle, et qui, avec le recul, est donc la meilleure lecture, mais je ne pouvais pas ne pas vous citer les autres. Mais alors, Pierre d'Angle, Le Royaume de Pierre d'Angle, de Pascale Kivigier, qui est une autrice canadienne de mémoire. On a lu les 4 tomes en un rien de temps, en lecture commune avec Capan, Earl Grey, Lucie et Joséphine. Et alors, en fait, Joséphine nous a rejoint après. Mais alors, en fait, c'est un récit, on pouvait pas le lâcher. On a commencé le premier, et franchement, je parle un peu pour les filles, mais on avait tout ce truc en commun du on peut pas en rester là, il faut qu'on y retourne. Et c'est des personnages incroyables, c'est des personnages beaux, justes, qui font du bien, c'est ce qu'on a envie de lire. C'est publié chez le Rouergue dans la collection Épique, et donc c'est plus ou moins donc du jeunesse. Pour autant, en tant qu'adulte, il y a un degré de lecture qui est super. C'est un récit jeunesse que j'ai envie de voir. En fait, j'ai envie de voir plus de récits jeunesse comme ça, parce que c'est inclusif, ça dénonce ce que ça doit dénoncer. On n'est pas chez les bisounours, et pour autant, c'est aussi montrer que on peut choisir de faire le bien, on peut choisir d'être inclusif et inclusive.
On peut choisir de respecter les autres, la nature aussi. Bon, je sais pas quoi vous dire sans trop vous en dire, si ce n'est lisez Pierre d'Angle, vraiment, mais il y a un lobbying à faire si fort. Lisez Pierre d'Angle et surtout offrez Pierre d'Angle autour de vous, que ça soit à des ados, des jeunes adultes, des adultes. Offrez-le parce que on a besoin de plus de ça. On démarre le premier tome sur un bateau, la majorité du récit se passe sur le bateau. On suit Thibaut qui est le prince héritier du royaume de Pierre d'Angle, qui lui ne se sent bien qu'en mer et il navigue avec ses marins, son capitaine hyper haut en couleur et tout. Et puis au bout d'un moment, il faut qu'il rentre si vous voulez. Il navigue d'île en île, de différents royaumes, sachant que Pierre d'Angle c'est un royaume neutre depuis sa création. Création dont je ne vous parle pas, mais qui est importante. Et quand ils partent d'une île, ils se rendent compte au bout de quelques temps qu'il y a une personne à bord qui ne devrait pas être là. Voilà, il va se passer des choses, puis finalement tout le monde va retourner sur Pierre d'Angle et c'était génial et délectable que d'arriver sur l'île et de découvrir l'île, bref, de découvrir d'autres personnages qui ne sont pas forcément tous bons et bonnes. Les relations entre les personnages sont folles. On a... qu'est-ce que je pourrais dire, enfin, vraiment, j'ai l'impression de ne rien vous dire et que c'est nul et en même temps je veux pas trop en dire. Thibaut et l'équipage va aussi ramener un jeune garçon, Lisandre, qui n'a plus de famille en fait et qui n'est pas là pour rien non plus, qui est hyper attachant, qui est hyper intéressant comme personnage. Il n'y a que des personnages géniaux, franchement, même les mauvais, c'est ce qu'on disait avec les filles, c'est que même le grand méchant, alors les deux grands méchants entre guillemets de l'histoire, ils sont pas tout noirs en fait, ils sont méga gris et puis on parle des choses qui les ont amenés à être comme ça et ça parle beaucoup de sacrifices, ça parle de tellement de choses, ça parle d'amour romantique, d'amour fraternel, ça parle de tellement... Bref, vraiment, mais lisez Pierre d'Angle s'il vous plaît. Je vais essayer de faire plus rapide parce que sinon ça va durer 1000 ans. Mais vraiment, j'ai envie de tellement en dire et j'en dis tellement peu. On nous demande aussi quelle a été ma plus grande déception. Alors là, par contre, c'est facile. La plus grosse déception, c'est un audio, je l'ai écouté, c'est un audio mais que j'ai abandonné. C'est Le problème à trois corps de Liu Cixin, je ne sais plus jamais comment ça se dit. De la SF, vraiment, ça faisait un moment, ça faisait bien je crois 2 ans, 3 ans que j'en entendais parler et que j'avais envie de le découvrir. Mon mec a regardé la série fin du printemps et j'étais un peu à côté pendant qu'il la regardait, je lisais Pierre d'Angle je crois d'ailleurs. Et je me suis dit, tiens c'est le moment de le lire. Donc j'ai proposé sur le Discord qu'on le lise ensemble. Et en fait, je l'ai dit NF comme on dit sur Bookstar. Alors je vais vous dire de quoi ça parle selon la 4e, parce que franchement je ne saurais pas comment en parler. Et vraiment, j'ai trouvé la série intéressante, mais le livre, je me suis fait chier, voilà, on va être honnête. Je me suis vraiment fait chier. Pourtant, j'avais envie de l'aimer. Au début, j'ai apprécié et puis rapidement, ça m'a saoulée. Et je pense que c'est typiquement le genre de livre vers lequel je vais peut-être revenir un jour. Mais pour l'instant, j'ai pas du tout envie. Et voilà, c'était laborieux. Alors la 4e nous dit « En pleine révolution culturelle, le pouvoir chinois construit la base militaire secrète de Côte-Rouge destinée à développer une arme de grand calibre. Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne en cours de rééducation, intègre l'équipe de recherche. Dans ce lieu isolé où elle croit devoir passer le restant de sa vie, elle est amenée à travailler sur un système de télétransmission dirigé vers l'espace et découvre peu à peu la véritable mission de Côte-Rouge. 38 ans plus tard, alors qu'une étrange vague de suicides frappe la communauté scientifique internationale, l'éminent chercheur en nanotechnologie Wang Miao est témoin de phénomènes paranormaux qui bouleversent ses convictions d'homme rationnel. Parmi eux, une inexplicable suite de nombres
qui défile sur sa rétine, tel un angoissant compte à rebours. Il a eu le prix Hugo 2015 du meilleur roman, mais voilà, c'était pas pour moi. Peut-être que c'était de la SF trop hard pour moi, je ne sais pas. J'y reviendrai. Et une deuxième petite déception, c'est Dark Matter de Wayward Pines de Blake Crouch. Donc Dark Matter de Blake Crouch. Salut mon chat. C'est une petite... On l'a lu aussi sur Discord à plusieurs. Et c'est une petite déception parce que je m'attendais un petit peu mieux. Je m'attendais à être un petit peu plus emportée comme dans Wayward Pines. Je pense que ça a souffert d'une comparaison malgré moi avec ce que j'ai pu ressentir à la lecture de Wayward Pines. Peut-être. Il y avait des choses où, voilà, c'était un peu... Pourtant c'est un petit bouquin. Et je pense aussi que, comme dans Wayward Pines, il y a une chose qui me dérange avec Blake Crouch, c'est qu'il a quand même, il est très male gaze, et il écrit pas mal ses personnages féminins, encore que, enfin ouais, il y a un truc un peu male gaze qui me dérange, mais pour autant, si vous voulez lire quelque chose qui emporte et qui est page turner, voilà, lisez-le, mais lisez Wayward Pines, attention, il y a des triggers, mais c'est 1000 fois meilleur. D'ailleurs, j'ai regardé la série faite par Night Shyamalan, j'arrive jamais à le dire, j'ai pas aimé du tout, parce que le parti pris, on a regardé que la saison 1, et même mon mec qui n'a pas lu les livres m'a dit non mais j'ai pas envie de continuer. Cette fin de saison 1 choisie qui n'a rien à voir avec la fin de la trilogie, de la saga complète, vraiment c'est non pour moi. Et on a aussi regardé Dark Matter en série, j'ai bien aimé, ouais j'ai bien aimé. Maintenant c'est pareil, c'est très adapté des bouquins et ouais, c'est un peu too much. Mais ouais, Dark Matter ça a été un peu en dessous aussi de mes espérances. J'ai trouvé ça un peu laborieux par moments, et puis il y avait des trucs où je me disais mais je comprends. Ouais, allez, bref, on arrête là, c'était pas non plus terrible pour moi. Je sais que d'autres personnes, d'autres personnes du Discord l'ont beaucoup plus apprécié que ce que j'ai pu l'apprécier. On passe ensuite à ma plus belle surprise. Alors, évidemment, je mets pierre d'angle, parce que tout ce que j'ai pu dire. Mais si on enlève pierre d'angle, ma plus belle surprise c'est, je pense, L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson. C'est le tout premier Brandon Sanderson que je lis. C'est une novella, j'ai choisi vraiment une novella, quelque chose de court, parce que Sanderson il a quand même l'habitude, pour habitude de faire des pavasses de 700-800 pages. Et j'avais envie de me confronter à son style et j'ai adoré, franchement j'ai adoré. C'est typiquement la lecture qui t'emporte aussi. J'ai trouvé le système de magie hyper intéressant, hyper bien fait, hyper bien pensé, pourtant dans une novella hyper courte. C'était quand même développé. J'ai adoré le personnage féminin principal. J'ai beaucoup aimé le dénouement aussi. Vraiment, c'est un titre, c'est un livre qui m'a agréablement surprise parce que je ne pensais pas aimer autant une novella comme ça. Donc je vais vous lire pareil. En fait, j'ai pas pris les livres avec moi, hein, donc bon, évidemment, je fais mal mon boulot. Ça nous dit, il a écrit en quelle année Sanderson? Il a eu le prix Hugo du meilleur roman court en 2013, il est paru en 2012. Ça nous dit, Wan Shailu, surnommée She, est une praticienne de génie de la forme de magie connue sous le nom de falsification. Elle vient d'être emprisonnée par l'Empire des Roses pour avoir tenté de voler un tableau célèbre et de le remplacer par un faux. Sa pratique magique étant considérée comme impie et illégale dans l'Empire, elle est condamnée à mort, son exécution devant avoir lieu. Par coïncidence, il y a une tentative de meurtre sur l'empereur Ashravan, et il se retrouve dans un état complètement catatonique. Et donc on va... Alors les 5 plus hauts fonctionnaires, qui sont des arbitres, qui ont gardé en fait secret ce qui se passe avec l'empereur, parce qu'après il y a des jeux de pouvoir politique, ils décident d'offrir à She sa liberté si elle parvient avec son art magique à forger une nouvelle lame pour l'empereur, même si la falsification charnelle ou le recellage est considéré comme illégal. Elle accepte, elle garde quand même en tête de pouvoir s'échapper, et je n'en dirai pas plus. Il y a une jolie relation amicale, oui, qui se crée entre elle et un des arbitres. Vraiment, c'était hyper bien fait. J'ai trouvé la plume efficace. Alors bien sûr, c'est de la traduction, mais j'ai trouvé ça efficace, plaisant.
j'ai passé un super moment. Voilà, c'était une découverte de Sanderson hyper réussie. Ça m'a donné envie donc de continuer avec, je sais pas, Rochard ou Skyward. Le truc, c'est que c'est voilà, des pavés, chaque tome a 700 et quelques pages, et que du coup, j'ai d'autres livres à lire avant. Et entre-temps, j'ai vu passer, chez qui est-ce que j'ai vu passer ça? C'est pas Lucie qui en parlait, qui disait que, je fais que de parler de Lucie, c'est juste que bah, je regarde pas mal ses vidéos, et que c'est elle pour le coup qui en parlait, du fait qu'apparemment, il y a quand même des choses dérangeantes autour de Sanderson parce que c'est un mormon et que de fait d'un point de vue ou enfin, inclusivité envers les personnes queer et les différences, c'est pas trop ça au niveau de cette religion, mais apparemment il se serait excusé. Bon bref, je ne sais pas, je me suis pas encore penchée là-dessus parce que j'ai pas, je fatigue là, parce que j'ai pas l'intention de lire tout de suite, de relire du Sanderson, et je me pencherai dessus quand j'aurai l'intention de le faire. Donc voilà, ma plus belle surprise, ça a été ça. Et le SP aussi que j'ai reçu de la mission des éditions de l'Aube. C'est une maison d'édition qui publie du roman et qui publie aussi pas mal d'essais. C'était quoi ce pas mal? Pas mal d'essais. Et un essai qui me tentait énormément, que je voulais m'acheter à sa sortie, c'était Demain n'attend pas, qui est en fait un condensé de certaines retranscriptions d'interviews qu'a donné la créatrice du podcast du même nom avec des personnes inspirantes. Voilà, et j'ai adoré parce que moi, adorant les podcasts, ça a été une belle surprise parce que je trouve qu'avoir ça sous format écrit récit dans un recueil, j'ai trouvé ça super... je sais pas, je trouve que ça permet aussi à des personnes qui n'écoutent pas les podcasts d'avoir accès à ça, et puis ça permet aussi de pouvoir, je sais pas, garder une trace papier, peut-être surligner si vous le faites ou autre, de moments, de phrases importantes. À l'intérieur, on a la créatrice de la Maison des Femmes, on a Boris Cyrulnik, entre autres, et vraiment, il y a des moments qui sont sublimes. Voilà, ça a été une belle surprise parce que c'est pas le genre de livre vers lequel en fait je vais moi naturellement, et j'aime beaucoup cette forme-là. Et une dernière bonne surprise aussi, parce que j'en attendais rien. Je m'étais dit, je vais pas aimer, je vais faire que grincer parce qu'il y a de la romance. Et ben, c'est Force Wings qu'on a lu aussi avec les filles, il y avait que des filles, ouais, avec les filles sur Discord. Et franchement, on s'est régalé. J'avais pas du tout prévu de lire ce livre. Tout ce qui est hypé là-dessus, voilà, j'y vais pas forcément. Là où il y a de la romance, un peu trop de romance, j'y vais pas non plus. Et puis à ce moment-là, j'avais envie d'une lecture simple, j'avais envie de lire quelque chose avec des dragons, chose que je n'avais jamais fait, et pas envie de me jeter dans le prieuré de l'Oranger. Voilà, la bricasse de 1000 pages. Et en fait, bah, j'ai adoré. Voilà, et on a enchaîné avec Iron Flame. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont pas, mais en soi, pas tant que ça, je pense qu'il y a pire. Et l'histoire était cool, il y a des trucs clichés, voilà, c'est parfois souvent too much, mais l'histoire derrière est vraiment sympa. Moi j'ai beaucoup aimé l'histoire derrière, donc ça a été une bonne surprise aussi. On nous demande aussi le livre où j'ai pleuré. Alors on va mettre le livre où j'ai le plus pleuré, parce que je pleure souvent. Quand je lis, je pleure quasiment tout le temps à chaque fois qu'il y a des émotions, mais sans surprise, Pierre d'Angle. Et les voleurs d'innocence, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je ne vous dirai pas pourquoi. Et Pierre d'Angle, dans un tome particulier, j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, j'arrivais pas. Mon mec s'était endormi sur le canapé, j'étais en train de lire, et en fait je me suis levée pour venir me mettre sur les escaliers, parce que je hoquetais, et j'étais dévastée. Voilà, j'étais dévastée, je me sentais perdue. Parce qu'il se passe quelque chose dont on se doute, mais quand ça arrive, bah ça vous cueille comme ça, et voilà. Je vais essayer de tenir jusqu'à la fin, je suis très fatiguée là, j'ai la tête qui tourne, on va continuer. Alors, le livre où j'ai été le plus heureuse, je suis désolée, Pierre d'Angle, encore. C'est chiant, je sais franchement que c'est ultra chiant, parce que il y a tout qui revient, mais en même temps c'est le jeu Mappa Opus 7, hein, j'ai envie de dire. Mais vraiment, il y a des moments comme ça, j'allais dire il y a des épiphanies. Il y a des moments dans Pierre d'Angle où juste t'as le smile jusqu'aux oreilles,
et t'as envie d'être avec eux et de partager ce qu'ils et elles vivent, quoi. On me demande aussi mon nouveau personnage préféré. Alors, pour ce qui est de janvier à fin juin, j'ai mon personnage préféré. Par contre, c'est dur de ne pas en parler. Ouh. C'est dur de ne pas en parler, mais depuis juillet, j'ai un nouveau personnage préféré. Je vais juste le citer. C'est Landon, le papa dans Betty de Tiffany McDaniel, donc le grand-père maternel de l'autrice. J'ai un tel amour pour ce personnage et cet homme qui a réellement existé, ce papa incroyable. Bref. Mais là n'est pas la question, on nous demande nouveau personnage préféré de la première moitié de l'année. J'ai mis Lucas de Pierre d'Angle, mais j'ajoute Lisandre, Esmé, Mercenaire, Guillaume, Emma, Thibaut, Félix. Mais il faut en choisir un, en fait c'est trop dur. C'est trop dur, un ou une. Et je choisis Lucas, parce que Lucas, on était, je crois, quasiment toutes les quatre à crocher sur lui, et en même temps on n'a pas croché que sur lui en lisant le bouquin. Et on veut plus de persos comme ça. Je vais faire une pause parce que je suis pas bien. Me revoilà. Je me suis un peu attachée les cheveux. J'ai mis du froid sur mes jambes. Et je me suis un peu... parce que j'ai la tête qui tourne. Attends, j'ai oublié de prendre ma cortisone. Il est 16h40. J'ai la tête qui tourne, je me sens partir. Et j'aimerais terminer la vidéo. Allez, bref. Je disais quoi? Je sais même plus ce que je disais. Je parlais de Lucas. Lucas, personnage qu'on ne peut que aimer, c'est le mec qui accueille tout le monde tel qu'il est ou tel qu'elle est. Voilà, en fait je peux juste le résumer comme ça. Le genre de personne que vous avez envie d'avoir dans votre vie, qui peut être têtu quand il s'agit de prendre soin de lui, mais en fait voilà, c'est la personne qui a juste envie de prendre soin des autres et qui accueille les autres comme ils sont et elles sont. Qui... ouais, voilà. C'est ça. En fait, j'ai plein de choses à dire, mais je peux pas vous en dire plus parce que je risque de vous spoiler trop de choses importantes et qui arrivent petit à petit dans les tomes. Mais ce personnage, en plus, c'est... alors, c'est un homme cis hétérosexuel et on a envie d'avoir des hommes cis hétéros comme ça. On a envie, pas de masculinité fragile, pas de besoin de prouver que c'est un homme. Un passé un peu cassé, une attention à l'autre, ouais, un peu trop de servitude parfois, un amour, voilà, un amour. Le type il voulait être médecin, puis au début il est infirmier sur un navire, et puis il a envie d'être médecin, mais comme il est meilleur que les médecins, nul à chier du royaume, on lui met des bâtons dans les roues. Finalement il va y arriver. Voilà, je vous spoil ça, mais bon, il va y arriver. Et pour y arriver, il va aussi faire un stage avec une vieille dame d'un petit village du royaume qui est absolument géniale et qui est accoucheuse. Et il va en fait accoucher toutes les femmes de ce village-là et plus même du royaume, je crois. Et c'est absolument génial. Vous voyez, le type, il est là, donc c'est un sage-femme. J'adore, on va l'appeler ça un sage-femme, puisque pour une fois qu'il y a un métier dont il n'y a pas l'équivalent masculin, qui fond en larmes la première fois qu'il met au monde un enfant, ou quasiment à chaque fois. Enfin voilà, vraiment pas de masculinité fragile ni toxique. Plus de Lucas, mais en même temps, Lisandre, Esmé. Bref. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais en parler pendant des heures. On nous demande aussi quelle est ma nouvelle autrice chouchoute. En fait, dans le tag, c'est quel est votre nouvel auteur chouchou, mais moi je le mets au féminin parce que merde. Et ma nouvelle autrice chouchoute, c'est Pascale Kivigier. J'ai envie de mettre Sarah Walker, mais j'ai lu qu'un seul livre d'elle, donc on va voir avec les prochains. Et aujourd'hui, j'ai envie de mettre Tiffany McDaniel, je vais toujours lui mettre un S, mais ça sera pour le bilan de l'autre partie de l'année. Mais nouvelle autrice chouchoute de grâce à cette première partie d'année, Pascale Kivigier,
et j'ai lu que Pierre d'Angle, mais c'est quand même 4 tomes. Et on va lire le tome compagnon là, et vraiment j'aime tout. J'aime tout dans ce que j'ai lu. J'aime tout. La plume, la beauté de la plume et la simplicité en même temps. Le fond, voilà, le fond, la bienveillance, l'inclusivité, sans que ce soit gnangnan, au contraire, les propos, ce que ça défend, les valeurs mises en avant, j'aime tout. Voilà, vraiment, Pascal Quilligier, forever, pour le coup. Quelle est pour moi la meilleure suite de série que j'ai pu lire à ce début d'année? Ah pareil, je peux pas mettre... J'ai mis en fait Iron Flame et Pierre d'Angle. Voilà, Pierre d'Angle, je peux que le mettre encore une fois, je suis désolée, vraiment c'est chiant, je sais, mais voilà. En même temps, au début d'année, j'ai pas lu beaucoup de sagas, je pense, mis à part Pierre d'Angle et Iron Flame, et pour le coup, du peu que j'ai lu, arrive au-dessus, encore une fois, Pierre d'Angle, et Iron Flame, parce que, comme je vous disais, j'en attendais pas grand-chose de Force Wings, et j'ai été agréablement surprise, et je trouve qu'Iron Flame était au-dessus pour différentes raisons, et encore que oui, j'ai apprécié ce qu'on a un peu plus creusé, le fait qu'on en apprenne plus, les choses qu'on défend aussi à l'intérieur. C'est de la lecture légère, il y a des clichés, mais vraiment le côté société, dragon, avoir envie de faire bouger les choses parce que ça manque de justice, j'ai beaucoup aimé et je trouve que c'était sympa dans cette suite. Et à la fin, ça vous laisse, j'allais dire comme 2 ronds de jambes, ça vous laisse vraiment comme le Lulu sur la chaise parce que vous avez envie d'avoir la suite et vous n'avez pas envie que cette suite ça soit ça. Donc voilà, pas mal, franchement, meilleure suite de série pour ça. On nous demande aussi quelle est la sortie la plus attendue, celle que j'attends le plus pour cette deuxième partie de l'année. Il y en a 2. Il y en a 3, mais il y en a 2. C'est Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, publié chez Tiber Édition. Parce que, alors j'ai participé à la campagne participative, mon exemplaire ne devrait pas trop tarder à arriver. Je fais partie des packs envoyés en dernier parce que j'ai pris un exemplaire d'une illustration de Nathalie Novi qui a illustré donc l'ouvrage dédicacé parce que j'ai un amour fou pour ce que fait Nathalie Novi depuis que je l'ai connue avec Tiber. Et donc si les éditions Tiber ne vous parlent pas, ce sont celles qu'on voit ici. Là, avec les belles couvertures tissées de différentes couleurs. Et ce sont des classiques réédités et illustrés. Et j'en ai quelques-uns illustrés par Nathalie Novi, Les 4 filles du Docteur Marsh, Mrs. Dalloway. Maintenant j'ai Jane Eyre que j'ai trouvé sur Vinted. Et voilà, et je vais avoir Alice et j'ai tellement hâte. En plus, pour avoir échangé avec l'illustratrice sur Insta, elle a l'air d'être quelqu'un de tellement adorable et on sent qu'elle fait ce qu'elle fait avec passion. Et voilà, et j'ai tellement hâte de recevoir cet exemplaire parce que, au-delà du livre, du récit que je n'ai jamais lu, avec ce qu'il peut y avoir de problématique, parce que il y a quand même un questionnement autour d'Alice, de Lewis Carroll qui s'est inspiré de la fille d'un de ses amis pour écrire Alice, potentiellement. Au-delà de ça, c'est la beauté de l'ouvrage et des illustrations, parce qu'on a quand même tous et toutes une certaine esthétique autour d'Alice de par les différents dessins animés et films qu'on a pu voir. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de découvrir ce qu'on a fait Nathalie Novi, ce qu'en ont fait elle et les éditrices. J'attends aussi beaucoup 11% de Maureen Utog, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une autrice, je crois, suédoise ou danoise. C'est un bouquin qui est paru là il y a quelques jours, le 22, le 23, la semaine dernière, chez Gallmeister. Et c'est une espèce de dystopie dans laquelle on est passé d'un patriarcat à un matriarcat. Et matriarcat assez vénère où on ne garde que 11% des hommes uniquement pour le plaisir et la reproduction. Et ça part de là. Et j'ai très hâte de le lire parce que le pitch de base et ça, là, moi, ça me vend du rêve, ça me donne très envie. Et en fait, en mangeant, j'étais en train de regarder le dernier vlog de Lucie qui en parle. Et vraiment, j'ai très envie. Et il faut que j'aille lire ce qu'en a pensé Mimi de Rinly,
qu'il a lu avec Lucie, il faut que j'aille voir sur Insta ce qu'elle en a pensé parce qu'elle aussi l'a reçu en SP et que j'aime beaucoup leurs avis de manière générale. Et j'attends aussi le sang d'encre de Néna Labussière. Alors ça, c'est ma copine Victoria, Sparkly Librarian sur Insta qui m'a mis ça sous le nez là. Et dites-vous juste que ça sort encore chez Leroux Erg dans leur collection épique, dans la collection un petit peu jeunesse. Et juste, c'est décrit par Marine Carteron, donc l'autrice de Palace, comme un récit à la croisée de Pierre d'Angle et de Game of Thrones. Comment vous dire que moi tu me dis que c'est un récit déjà à la croisée de Pierre d'Angle et le reste je m'en fous. Le sang d'encre Rouergue, le reste je m'en fous, tu as mis Pierre d'Angle à l'intérieur. Le personnage principal est une fille, c'est bon, take my money. Je vais vous lire le pitch. La couverture est hyper jolie. Dans le royaume des terres mêlées, un mal mystérieux frappe la cité de Kaloun. Crevasses, gerçures, fissures et écailles recouvrent les corps. Au moindre geste trop brusque, le sang s'écoule, un sang bleu, un sang d'encre. Une épidémie qui frappe au hasard, du plus pauvre au plus riche, du petit mondain au prince héritier. Olga, fille du peuple et guérisseuse hors pair, est mandatée par le roi pour sauver son fils aîné, quel qu'en soit le prix. L'avenir du royaume en dépend car le trône est convoité et de nombreuses familles ne reculeront devant rien pour y asseoir l'un des leurs. Premier tome d'un diptyque qui entremêle fantaisie médiévale, faits légendaires, complots et lutte intestine avec une galerie de personnages féminins absolument fascinants. Marine Carteron a dit exactement: des personnages fascinants, un style très inventif, un univers à la croisée du royaume de Pierre d'Angle et de Game of Thrones foncé. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Et enfin, pour terminer, je vais aller m'allonger. La dernière question, c'est mon plus bel achat de cette première partie d'année. Il est ici. C'est Jane Eyre, je crois d'ailleurs que ça se dit, que je le dis très mal depuis. Il est là. Je vais vous le montrer après. J'insérerai un plan. C'est aussi illustré par Nathalie Novi. C'est aussi édité chez Leroux, chez Tibère. Et c'est donc le récit de Charlotte Brontë. Et vraiment, j'avais eu un tel coup de cœur pour cette couverture que ça m'a clairement, de manière très matérialiste, donné envie de découvrir le récit. Et il est plus édité en fait au sein de la maison d'édition et je le guettais sur Vinted. Et il y a même une personne sur Vinted qui le guettait pour moi aussi de manière très adorable. J'ai failli l'avoir quelques fois et en fait, comme beaucoup de titres plus édités chez Tibère, il y a des personnes qui le mettent à des prix hallucinants. J'avais même demandé à la maison d'édition s'ils pensaient et elles pensaient le rééditer. Ils m'ont expliqué que c'est comme ils sont toutes petites maisons d'édition qui travaillent ils fonctionnent par financement participatif. Et ils me disaient si Alice marche très très bien, si la campagne d'Alice marche très très bien, quand on aura les résultats vers la fin d'année, on verra si on peut rééditer certains de nos titres, dont celui-ci. Et je leur avais dit, écoutez, de toute façon, je vais quand même continuer ma quête sur Vinted, mais je regrette pas parce qu'il est en parfait état. Je l'ai payé le prix du neuf, donc bien sûr il coûtait pas moins cher, mais il était au prix du neuf. Il est comme neuf, il est magnifique. Voilà, et j'ai hâte de le lire. Donc mon plus bel achat, c'est celui-là. Et voilà, je n'ai plus de batterie, je n'ai plus rien, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout avec moi. J'espère vous voir très très vite par ici, sinon on se voit sur Insta et je vous fais des bisous.